bonjour. Alors oui, l'arthrose et le sport, ça me tient beaucoup au cœur. Parce que moi j'ai fait du ski de fond avant 18 ans. Et puis après, j'ai toujours fait un petit peu moins. Et puis après 40 ans, on dit voilà, on devrait peut-être recommencer à faire quelque chose. Mais je dis, il y a l'arthrose, si on fait du sport avec un peu du surpoids, il y a quand même le risque de développer de l'arthrose de genoux. Puis je n'osais pas vraiment faire quelque chose. Puis après un moment, j'ai dit, bon, j'ai essayé 2 ans de maigrir, ça n'a pas joué, alors je vais quand même courir, et puis ça va très bien. Alors, je vais présenter aujourd'hui d'abord un peu ce qu'on sait depuis les recherches des autres sur l'arthrose et le sport et l'arthrose. Puis après, je vais brièvement présenter un projet national où on est impliqué sur comment traiter les personnes avec une arthrose. Alors là, en haut c'est Leuch-les-Bains, c'est pas cette année, mais c'est plus ou moins la même chose. Et puis en bas, ça illustre justement mon travail. Mon job, c'est vraiment de faire bouger les gens avec différents problèmes de santé, après des traumas crâniens, des hémiplégies, sclérose en plaques, cancer, et aussi avec l'arthrose. Alors, je vais parler un peu de combien souvent l'arthrose c'est. Je vais parler de est-ce que le sport c'est un facteur de risque pour l'arthrose et est-ce que le sport c'est une thérapie contre l'arthrose. Alors, qu'est-ce que c'est l'arthrose? L'arthrose, c'est, il n'y a pas une arthrose, il y a différentes formes d'arthrose, mais qui finissent plus ou moins toujours avec le même problème. Vous avez en blanc le cartilage, brun c'est l'os. Et puis vous avez toute la capsule autour, les muscles qu'on ne voit pas ici. Et puis c'est un problème pas seulement du cartilage, longtemps on a pensé c'est vraiment pas un problème du cartilage, mais c'est vraiment un problème de toute l'articulation qui inclut les muscles. Mais ça peut commencer avec des petites lésions au niveau du cartilage. Après il y a l'os qui essaye comme s'il veut guérir à nouveau l'articulation, il développe ce que nous on a des becs osseux, des osteophytes. Après, les lésions dans le cartilage peuvent devenir plus grandes, et puis à la fin, il peut même avoir une déformation de l'articulation. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez tirer votre caméra toujours quand il y a comment on dit ça en français, un QR code. Et là, par exemple, vous tombez sur le site de la Ligue contre le rhumatisme, vous avez plus d'informations. Alors, l'arthrose peut être sans symptômes. Il y a beaucoup de gens qui ont une arthrose et qui ne le savent pas. L'arthrose peut faire mal. Il y a des raideurs matinales, par exemple au joue, quand on se lève, les premiers pas font mal, ou quand on est au cinéma ou ici, quand on se lève, il y a les premiers pas qui font mal et après quelques pas, ça va mieux. On peut aussi avoir ce qu'on appelle une arthrose activée, une phase inflammatoire où on a un genou, n'importe quelle articulation qui est chaud, qui est enfle. Et on peut avoir une arthrose décompensée où les douleurs sont vraiment constantes. Mais ce n'est pas une progression linéaire. Vous pouvez avoir des phases douloureuses et tout d'un coup vous avez à nouveau 9, 12, 13, 2 ans ou plus sans douleur. Ça peut varier. Alors les problèmes que les gens ont, ils sont des douleurs au début, pendant l'activité, au repos en général. Bon, des douleurs de démarrage, quand on se lève, comme j'ai dit avant, le matin, il peut y avoir des bruits, comme s'il y a de sable dedans, grincement. Il y a une faiblesse et une perte des muscles. La mobilité est limitée, on ne peut plus tendre, plier le genou. Et comme je dis avant, il peut vraiment avoir des phases activées où pendant 2-3 mois, on a vraiment de fortes douleurs, ce qui fait naturellement un peu peur. Est-ce que c'est souvent? Alors, c'est assez difficile à dire combien souvent, quelle est la prévalence de ce problème. Parce que selon la définition de l'arthrose, on trouve différents types. Mais on a quand même 50%, un peu moins que 50%, qui ont des douleurs
dans les mains, l'ange, le genou ou le pied, autour de 50 ans. Il y a un peu moins, 15%, qui ont des douleurs qui limitent fortement les activités de tous les jours. Qui disent, voilà, je suis vraiment handicapé pendant mes activités. Alors, si on regarde les douleurs et les signes qu'on voit sur les radios, les déformations, une diminution de l'interligne articulaire, les becs osseux, il y a moins, il y a peut-être 5% qui ont des douleurs et des signes autour de 5 ans. Alors, il y a beaucoup qui ont des signes. Ils vont chez le médecin, il fait un radio et le médecin dit hey, vous avez l'arthrose. Et puis ils ont pas mal. Alors il y a beaucoup plus qui ont des signes sur les radios que des gens qui ont des douleurs. Alors, à un moment donné, presque tout le monde a une articulation qui a des signes de l'arthrose. Ça ne veut pas dire que c'est un problème. Alors, est-ce que le sport et l'arthrose, est-ce que le sport est un facteur de risque? Alors, j'espère pas, parce que moi, j'essaie de courir au moins 2 jours par semaine, samedi, dimanche. Si on regarde la recherche, j'ai pris une des maintes recherches qui existent. Là, ils ont regardé des gens qui ont une vie sédentaire, qui ne font pas de sport du tout. Et ils ont regardé combien d'eux ont une arthrose. Et ça, ils ont pris comme référence. Après, ils ont regardé les gens qui font des coureurs de loisirs, comme moi, 2 fois par semaine, 3 fois, tranquille, 130 km. Ils ont même moins de l'arthrose que les gens sédentaires. Ces chiffres, ça ne veut rien dire, mais ils ont moins d'arthrose. Après, ils ont regardé les gens qui sont plus amateurs, ils font des compétitions, ils sont un peu ehrgeizig, comme on dit en français, qui veulent vraiment, ils mangent des kilomètres. Hein. Eux, ils ont un tout petit peu plus, mais un tout petit peu plus. C'est pas énorme. Hein. Alors, par exemple, on peut dire là, le risque, c'est même pas 30% augmenté. Alors, c'est une relation en forme de U. Si on fait pas assez, c'est pas bien. Si on fait trop, c'est pas bien, comme toujours. Alors, il y a des recommandations pour l'activité physique. L'OMS dit au minimum 150 minutes par semaine, on devrait être actif. Là, il ne faut pas avoir peur. J'ai encore. Ouais, là, ça c'est pas ça. Alors, si on suit les recommandations de l'OMS pour les activités, il n'y a pas de risque. L'OMS dit aussi 300 minutes par semaine, c'est encore mieux. Et là, on ne peut pas exclure qu'il y a une légère augmentation du risque, mais ce n'est pas vraiment un problème. Alors, on peut être actif, mais naturellement, ça dépend de beaucoup de choses. Si moi, je vais courir, moi, je vais choisir les pistes où je vais courir. Moi, je vais dans la forêt, je me cherche des petits chemins où je ne vais pas trop vite, où je vais plutôt contrôler, même les descentes, c'est contrôlé. Moi, je ne peux pas courir. Je n'ai pas une assez bonne technique, je n'ai pas une assez bon poids pour courir sur du goudron des longues pistes. Alors, il faut choisir les activités. Alors, qu'est-ce qui fait l'arthrose quand on fait du sport? Il y a 2 mécanismes. Il y a des incidences où on fait un événement, une blessure, une lésion du ménisque ou un ligament, une entorse. Et ça, c'est un facteur de risque pour développer de l'arthrose plus tard. Chez les footballeurs, il y a quand même un risque plus élevé parce qu'ils ont beaucoup de blessures. Ils ont des lésions, des ligaments, des ménisques. Et ça augmente le risque. L'autre risque, c'est vraiment quand on a des charges moins élevées, mais répétitives. Mais là, il faut vraiment beaucoup de kilomètres par semaine. Et c'est presque impossible de dire après combien de kilomètres par semaine, combien d'heures par semaine, le risque
augmente. Parce que ça dépend de la technique, le poids, le terrain. L'autre problème, dans la littérature scientifique, on voit une association entre l'arthrose et les problèmes cardiovasculaires. Les gens qui ont une arthrose, ils ont plus fréquemment un problème au cœur ou une hémiplégie, un infarctus. Mais il y a une légère composante inflammatoire qui explique ce lien. Mais le plus grand problème, c'est l'arthrose augmente les douleurs, peut augmenter les douleurs, ça limite, ça réduit la stabilité musculaire, ça augmente la peur de bouger. Beaucoup de gens ont peur de bouger parce que le physio a dit ne prenez plus l'escalier, prenez l'ascenseur. Et ça fait une diminution des activités physiques. Et ça, c'est un grand risque, ou c'est un risque pour des problèmes cardiovasculaires. Alors, il n'y a pas vraiment une association directe, une légère association directe par l'inflammation, mais par une diminution de l'activité physique. Et là, on doit vraiment faire quelque chose contre ça. L'autre question, c'est est-ce que le sport, c'est même bien contre l'arthrose? Alors, quand on dit contre l'arthrose, on ne peut pas changer l'arthrose. Hein. On ne va pas refaire le cartilage avec du sport, mais le sport aide à traiter les symptômes. Si on regarde les recommandations internationales, hein, toutes les rhumatologues et les professions de la santé qui se voient régulièrement pour donner des recommandations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les médicaments pour les différents types d'arthrose, mais ce qui est vrai pour toutes les arthroses, c'est les exercices sous différentes formes. Ça peut être sur terre, dans l'eau, le contrôle postural, la stabilité. Parce que c'est clair, si moi je marche ou je cours ou je descends l'escalier et puis ça fait toujours des mouvements pas bien, c'est chaque fois un stress trop élevé. Si j'ai une bonne musculature, je peux mieux contrôler ça. C'est un entraînement de la force, hein, des simples exercices, ça ne doit pas être sur des appareils, ça peut être des exercices très simples. Et puis aussi une éducation pour la santé. Perdre du poids, c'est très important pour l'arthrose parce que ça diminue la charge sur les articulations. Alors, on a déjà vu avant que de faire 150 minutes d'activité physique en suivant les recommandations de l'OMS, ce n'est pas un risque, non, c'est un traitement. Ça diminue les problèmes, mais c'est clair, l'effet n'est pas autant vite qu'avec un médicament. Mais l'effet est le même. Avec une activité physique, à long terme, on a le même effet comme avec les médicaments, mais moins rapide. Juste pour confirmer ça avec une étude, c'est une grande étude randomisée, ça veut dire qu'ils ont aléatoirement randomisé les patients sur l'exercice tout seul, sur l'exercice avec une diète ou juste sur une diète. On voit les douleurs plus haut, moins bien c'est. Au début, vous avez des douleurs assez hautes et toutes les trois groupes ont diminué les douleurs. Ceux qui ont fait qu'une diète, ceux qui ont fait que les exercices et ceux qui ont fait une combinaison. Mais à la fin, il y a ceux qui ont fait la combinaison entre diète et exercice qui ont profité le plus. C'est vraiment logique. Maintenant, il y a beaucoup qui disent, voilà, moi je ne peux pas courir, moi je ne peux pas faire du ski de fond, les chocs c'est trop quand je cours. Alors il y a des alternatives. On peut courir dans l'eau, surtout au début. On peut faire des exercices dans l'eau. On peut faire des autres sports. Le vélo par exemple est excellent parce qu'il n'y a pas les chocs.
Là, il faut juste bien régler le vélo pour ne pas avoir des charges trop sur le genou. Tu peux venir chez toi pour régler le vélo, je pense. Alors, il y a vraiment des alternatives. Chacun devrait trouver un sport qu'il fait. Et le meilleur sport, c'est rien si on ne le fait pas. Il faut vraiment trouver un rythme. Par exemple, moi, je vais toujours courir à Kandersteg. C'est un rituel, comment on dit ça en français? Rituel. Un rituel, parce que je vais à la gare, je prends un café dans le train, je lis un peu dans le train. C'est déjà... C'est autre chose que juste aller, puis je vais courir dans le montant. Maintenant, une autre question qui est aussi importante, est quand on fait du sport ou des exercices, est-ce que j'ai le droit d'avoir des douleurs? Oui. C'est normal que le sport augmente les douleurs. Et puis, c'est une faustregel, règle à pouce, comment on dit en français? Ça vaut, vous dites pas ça. Ça vaut à peu près. À peu près, hein, ça vaut pas. C'est pas vrai pour tout le monde, mais en général on dit, si vous faites des exercices, par exemple, un exercice comme ça, et vous, sur une échelle de 0, pas de douleur, 10, le pire douleur que vous pouvez vous imaginer, si vous êtes en dessous de 2, il n'y a aucun problème. Même si vous êtes à 5, ce n'est pas vraiment un problème, sous condition que les douleurs disparaissent après 24 heures. Si après l'exercice le genou fait mal, et le lendemain c'est toujours là, c'était trop. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire que des exercices qui ne font pas. Alors on ne va pas faire des dégâts si on a des légères. Mais ça ne devrait pas rester plus que 24. Alors, le sport n'a pas seulement des effets bénéfiques pour l'arthrose. J'ai cherché toutes les études qui prouvent un effet positif, et il y en a plein. Hein, presque pour toutes les maladies, il y a des effets positifs. Ça ne guérit pas la maladie, souvent, presque jamais. Mais ça aide à mieux vivre avec la maladie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous, on pense que c'est difficile de commencer à faire une activité physique quand on a mal. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide. Alors, vous pouvez voir un maître de sport, eux ils sont aussi formés pour travailler avec des gens qui ont une douleur. Vous pouvez voir un physiothérapeute qui peut vous montrer comment faire les exercices. Et pour faciliter ça, on a lancé un programme national qu'on n'a pas inventé, on s'était inspiré par les Canadiens, Australiens et les gens de Danemark qui ont déjà implémenté ça avec succès. Eux, ils appellent ça GLAD. Et puis, on est en train de monter un projet national avec l'autre école de Zurich, le Tessinois et la Suisse romande, où on va former maintenant des physiothérapeutes qui vont après offrir des cours qui consistent en une bilan d'entrée, pour qu'on peut faire les conseils ciblés, 2 séances d'éducation thérapeutique, où on regarde aussi un peu s'il faut changer la nutrition, etc. Des conseils sur le sommeil. Après, il y a 12 séances d'exercice en groupe. Et ce qui est vraiment important, il y a une évaluation des changements sur le temps. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter le site gladsuisse.ch, ou pour les Italiens, gladsvizzera.ch ou gladschweiz.ch. Et là, vous aurez toujours les informations actuelles qui, dans votre village ou ville, va offrir ces cours. Alors, merci beaucoup. Moi, je trouve le sport est vraiment quelque chose qui est important, pas seulement pour le corps, mais aussi pour le bien-être. Et il ne faut pas laisser se freiner par des douleurs. On peut presque toujours trouver une activité physique qu'on peut faire avec moins de douleur. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Roger. On a bien compris.
compris que tu étais un mangeur de kilomètres amateur. Là, on a un mangeur de kilomètres professionnel qui prend le relais. Il m'avouait tout à l'heure que sa course fétiche, c'est 140 km, mais aussi 7000 mètres de dénivelé. Voilà, c'est pas à la portée de tous les mangeurs de kilomètres. Arnaud Rapillard, évidemment vous le connaissez parce qu'il y a son nom qui apparaît toujours au sommet du classement du Grand Raid et des autres courses de VTT. Il est VTTiste professionnel ou semi-professionnel puisque à côté de ce sport d'élite, il est aussi collaborateur scientifique à la SUVA à Sion. Il a un master en sciences du sport de Macolin qu'il a fait après un bachelor en sport et en biologie à l'université de Fribourg. Et aujourd'hui, dans son travail de collaborateur scientifique à la SUVA, il s'intéresse aux tests d'effort, la préparation physique des sportifs et au coaching à distance pour planifier les entraînements. Et depuis son fauteuil, depuis son canapé, il prépare plusieurs dizaines de sportifs. Donc Arnaud, on se réjouit d'avoir la présentation. Merci. Alors bonsoir à tous, vous avez la chance ce soir, vous allez être peut-être les premiers à savoir ce que je fais réellement comme travail. Parce qu'au sein de la clinique romande, je pense qu'il y a 300 collaborateurs, il n'y a pas 10 personnes qui sont capables de vous dire qu'est-ce que je fais dans la clinique. Alors ils vont souvent me voir arriver en habit de vélo avec un casque sur la tête, mais en dehors des tests que je peux faire au laboratoire de physiologie, ils doivent se dire, ben celui-là il a sacrément la belle vie, parce que son job à lui, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une partie de mon travail, une partie qui me passionne aussi. Enfin, vous avez remarqué que tout est un petit peu lié parce que beaucoup de choses qui tournent autour du vélo. Et puis, ce que je cherche à faire réellement, c'est de passer de ce schéma-là à ce schéma-là, donc assis derrière mon ordinateur, de pouvoir permettre aux cyclistes qui ont un potentiel d'aller gagner des courses. Pour faire simple, pour résumer ça, j'ai juste disséqué 3 points. D'abord simplement, je parlais de quelques fondamentaux sur le modèle d'entraînement, je dirais actuel, comment on s'entraîne juste finalement, qu'est-ce qu'on donne aux athlètes. Et puis ensuite, de vous faire part de cet outil qui est assez envié, je pense, d'autres disciplines dans le cyclisme, c'est le capteur de puissance, qui revient finalement à avoir, je dirais, pour chaque athlète, presque un petit laboratoire sur son vélo, et puis qui donne de grandes possibilités dans la planification, dans l'interprétation, dans la compréhension de la performance, de savoir comment on gagne une course. On a vu comment on pouvait marquer un penalty. Là, on va comprendre avec ces valeurs de puissance qu'est-ce qu'il faut, quels sont les paramètres clés pour gagner une compétition. Et puis, c'est ce genre de facteur qui va ensuite orienter notre travail dans la préparation physique. Pour vous donner un petit exemple, j'ai choisi le sprint parce que c'est assez parlant. Et puis, vous allez voir qu'on donne aussi des watts qui sont passablement hautes. Ça fait toujours un petit peu sourire de se rendre compte de ce qui se passe réellement dans le haut niveau. Pour s'entraîner juste, je dirais qu'il y a un petit tournant dans ces dernières années parce qu'on a compris pas mal de choses. Et puis, on a surtout la possibilité dans le domaine du sport de faire des études assez simples pour démontrer ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et quand on veut tester un protocole d'entraînement, c'est assez simple. Vous avez un design d'études ici où on prend un groupe de sujets, qui sont en l'occurrence des cyclistes entraînés. On dit ce modèle marche versus ce modèle qui doit marcher aussi ou qui marche peut-être mieux. On prend ce groupe de cyclistes, on leur fait une phase de désentraînement, on leur fait un test, on fait une phase d'entraînement, on fait un deuxième test. On refait une phase de désentraînement, on refait un test, un entraînement, un deuxième test. Et puis on compare les résultats. Et on voit au final, est-ce qu'un modèle d'entraînement, une façon de s'entraîner fonctionne mieux qu'une autre. Bien sûr, c'est des études qui sont faites de manière randomisée, donc on ne peut pas dire on a fait un premier type d'entraînement, on a eu des effets, on a fait un deuxième type d'entraînement, ça se fait dans le désordre. Et puis on arrive à mettre en avant le fait que ce qui marche aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est d'avoir un type d'entraînement qui est basé sur de la basse intensité en grande partie et puis un entraînement à très haute intensité. Je dirais que dans le modèle traditionnel d'entraînement, plutôt, on faisait de la basse intensité et un petit peu d'intensité moyenne. Peut-être parce qu'on était un petit peu fainéant ou parce qu'on se disait que si c'était intensif ou trop intensif, ça allait être négatif sur la performance. Aujourd'hui, je crois que ce schéma-là, il s'applique au niveau de l'entraînement en endurance, mais il s'applique dans beaucoup d'autres domaines aussi.
on a compris que si on veut progresser, il faut aller chercher un petit peu la limite, il faut sortir de cette zone de confort pour justement stimuler certains mécanismes de progression. On le fait dans l'entraînement, mais on le fait aussi dans la rééducation. On l'a aussi à la clinique ou en salle de musculation avec des personnes blessées. On va dire, si vous faites du fitness, ça ne sert à rien de faire des séries de 100 répétitions avec quasiment pas de poids, mais on va soulever de la charge, on va provoquer, comme l'a dit Roger aussi plus tôt, certaines douleurs, mais qui permettent ensuite d'avoir des mécanismes de progression. Ce qui nous permet de donner cette qualité dans le travail intensif dans le cyclisme, et comme j'ai dit, qui est envié dans pas mal d'autres disciplines, c'est le capteur de puissance. Le capteur de puissance, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que voilà, ça nous est communiqué. On voit le Tour de France, on voit la Sky, on voit Chris Froome qui regarde son capteur, et on se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'ils font ces mecs-là? On a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Le capteur de puissance, c'est pas nouveau. Ça date de plus de 30 ans, puisque les premiers capteurs ont été développés en 1986 par un Allemand qui a donné son nom à cette méthode de mesure, puisque le gold standard du capteur de puissance aujourd'hui, c'est le SRM, qui vient juste du nom de son inventeur, qui est Schoberer Rad Messtechnik. Et puis au début, c'était quelque chose de pas très sexy, parce que ça ressemblait à ça, et puis c'était pas quelque chose qu'on emmenait facilement sur son vélo. Aujourd'hui, ça devient accessible, parce qu'on a beaucoup de possibilités d'en acquérir. Forcément, quand plusieurs marques s'y collent, le système devient accessible, les prix diminuent, et puis de plus en plus maintenant on retrouve des cyclistes qui montent un capteur de puissance sur leur vélo. Alors on peut l'avoir dans le pédalier, mais on peut aussi l'avoir dans des pédales, on peut l'avoir dans le moyeu qui est la partie centrale de la roue arrière. L'avantage, c'est qu'on a des appareils qui sont sans fil maintenant et qui émettent par fréquence Bluetooth ou ANT+, sur n'importe quel compteur, et donc qui permettent d'avoir accès à cette mesure pour un budget qui est relativement faible. Je parle d'un budget faible parce que ça reste environ 1000 francs, mais il faut dire que sur un vélo qui vaut 10 000 francs, on peut se permettre de mettre 1000 francs pour un capteur de puissance. Et puis les premiers capteurs qui sont sortis étaient plutôt sur des prix qui étaient autour de 4 ou 5 000 francs. Et du coup, c'est vrai que ça réduisait un petit peu le nombre d'adeptes. Par rapport à ces mesures, on arrive tous à une bonne précision aujourd'hui. C'est toujours discutable au niveau de la reproductibilité, mais voilà, on a des choses qui nous permettent de s'entraîner mieux. Donc mon job à moi, quand j'ai un athlète qui vient me voir, c'est de lui donner son programme d'entraînement. Alors le programme d'entraînement, il y a 10 ans, c'était un fichier PDF qu'on envoyait, qu'on imprimait et qu'on collait sur le frigo. Et puis aujourd'hui, ça devient un petit peu plus interactif parce qu'on a des gens qui sont tout le temps en mouvement, qui n'ont pas toujours du soleil quand ils s'entraînent et puis qui peuvent tomber malades aussi. Donc le plan collé sur le frigo, il est sujet à beaucoup de modifications. Quand je faisais mes études à Macolin, il y a un bon coureur de 5000 mètres qui m'a dit « Ouais, mais finalement, un plan d'entraînement, on peut le suivre à 50%, ça ne sert à rien. » Parce qu'il se passe toujours plein de trucs qu'on ne peut pas anticiper. Et notre rôle à nous aujourd'hui, c'est d'utiliser une plateforme internet comme vous l'avez là pour pouvoir justement tout anticiper. Vous savez ce que reçoit l'athlète ici, c'est simplement un calendrier, on a les jours de la semaine et puis là vous avez 2 semaines qui sont représentées, chaque fois une séance, un descriptif de séance avec un contenu bien précis et puis une durée d'exercice. L'athlète il reçoit, il fait son entraînement et l'entraîneur a tout de suite un feedback visuel parce que vous avez les séances en vert, c'est le travail qui a été bien fait. Les séances qui sont jaunes, ça veut dire que c'était pas tout exactement ce qui était demandé. En orange, c'est encore un petit peu plus critique. En l'occurrence, lui, il n'a pas de séance rouge, donc il s'en sort pas mal. Non, pour dire que le retour est visuel et ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'évolutif. La planification, c'est une chose, mais l'accès à tous ces capteurs et à la technologie aujourd'hui permet d'aller plus loin dans le monitoring. Donc ça, si on prend une séance d'entraînement, donc on a là ce que l'athlète reçoit, ce qui fait réellement, mon retour à moi, c'est ça. Donc là-dessus, on a énormément de données, puisque, comme j'ai dit, il y a énormément de capteurs sur un vélo. Donc la première chose qu'on a sur notre compteur, déjà, c'est un GPS. Donc, plus besoin de dire de bêtises, on sait où il s'est entraîné. D'accord ? Et puis...
Et puis sur le graphique du haut, vous avez, vous connaissez en gris le profil, donc le dénivelé. Un petit peu de plat au début, ensuite de la bosse, de la descente, le final, etc. On a en jaune la cadence de pédalage, donc en gris l'altitude, en rouge la fréquence cardiaque, en rose la puissance, en vert la vitesse, en bleu la température. C'est-à-dire que si vous recevez ça, ben là vous dites waouh, ouais, c'est joli, peut-être qu'on irait bien en vacances par là, mais honnêtement avec ça on ne sait pas trop quoi en faire. Et là en l'occurrence c'est le job de l'entraîneur d'aller décortiquer après la séance pour dire voilà quelle était la qualité de cet entraînement et de donner un feedback par rapport à ça. Là c'est assez visuel. Si on regarde, il y a eu un exercice qui a été fait à ce moment-là. Vous voyez des pics avec la fréquence cardiaque, puis ça représentait un entraînement par intervalle. Donc là on peut tout enregistrer. Après, tout enregistrer sur un fichier unique, ben, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si ce n'est dire l'entraînement il est bien ou il n'est pas bien fait. Si c'est prévu de faire 10 séances, 10 répétitions d'intervalle, puis on n'a que 6, on va dire ben là tu n'as pas fait ton job, ou tu en as fait trop ou pas assez, etc. Ok, c'est bien fait. L'idée c'est d'aller un petit peu plus loin, puis de récolter toutes ces valeurs tout au long de l'année, et puis d'établir un profil de puissance record pour le cycliste qui représente un petit peu j'ai envie de dire la carte d'identité du cycliste. Les travaux qui ont été menés, qui sont assez récents, mais notamment par Julien Pinault et Fred Grapp, qui sont Julien, le frère du coureur Thibaut, et Fred Grapp, qui est un des pionniers dans le travail avec la puissance. L'idée, c'est de savoir exactement pour un coureur, qu'est-ce qu'il est capable de produire sur un temps donné. Vous avez sur l'axe des X une durée qui va de quelques secondes jusqu'à 90 minutes, et puis la puissance produite sur l'axe des Y. Donc sur un temps très court, on produit beaucoup de puissance, plus la durée s'allonge, la puissance diminue. Jusque-là, ça paraît relativement clair. Maintenant, si on enregistre ça tout le temps, chaque entraînement, chaque course, d'année en année, c'est un moyen qui permet facilement de suivre les progrès de l'athlète aussi. Parce qu'on prend toutes ces meilleures valeurs et on va les mettre en parallèle. Vous avez le cas ici où on a les meilleures valeurs de l'athlète en 2015, en violet, et puis les meilleures valeurs en 2016. Donc ça devient assez facile d'identifier les progrès sans faire forcément un test effort en laboratoire. On dit en une année, le gain il est où? Il se passe un petit peu à tous les niveaux, puisque si on regarde pour un temps donné, on a la meilleure valeur 2015, la meilleure valeur 2016, et puis assez rapidement on peut voir l'évolution et puis juger des progrès. Donc ça c'est un moyen pour nous de faire évoluer l'athlète et puis d'aller chercher le maximum de son potentiel et aussi de montrer les effets d'un entraînement qui sont beaucoup plus... Alors le résultat en compétition c'est une chose, le test effort c'est une chose, et là c'est une vision plus générale pour montrer l'évolution et surtout chez un jeune coureur qui a l'ambition de passer professionnel. Au-delà de ça, on connaît les exigences du sport de haut niveau. Et puis par rapport à ce profil de puissance, on a des valeurs clés qui nous permettent de nous situer par rapport au top niveau. Et ce qu'on retrouve sur ce graphique-là, c'est une courbe noire tout en haut pour le niveau World Class et puis la courbe jaune pour le niveau non entraîné et toutes les catégories intermédiaires. Ce qu'on a ici, c'est une durée, comme on l'a plus tôt, et puis la puissance ici, elle n'est pas exprimée en watts, mais elle est exprimée en watts par kilo. C'est une notion qui devient clé dans le cyclisme, parce que le poids des coureurs étant différent, produire 200 watts ou 500 watts pour quelqu'un qui fait 50 kg ou 80 kg, c'est pas du tout le même effort. À l'inverse, en course à pied, on n'aurait pas ce problème-là. Parce qu'on dit, si tu dois courir à 18 km/h ou à 20 km/h, ok. Par contre, la notion de puissance dans le vélo est un petit peu plus abstraite à ce niveau-là. Ça, c'est la théorie. En théorie, cette courbe noire-là, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a différents profils de coureurs. Vous avez des coureurs qui sont capables de produire beaucoup de watts sur des durées très courtes, mais qui en produiront beaucoup moins sur des durées plus longues. Donc quand on a notre coureur, on arrive aussi à le placer dans certaines catégories. C'est ce qu'on retrouve là, avec les points forts et les points faibles de chacun. Vous avez 4 types de coureurs qui sont le grimpeur, le sprinter aux extrémités, puis le rouleur et le coureur mixte au milieu. Et puis sur certains temps donnés, donc là on a juste changé les axes, l'explosivité c'est quelques secondes, tolérance lactate c'est plutôt 1-2 minutes, la PMA on est sur 4 à 6 minutes,
Le seuil anaérobie, on passe à 45 minutes, 1 heure, puis l'endurance, c'est au-delà de 2 heures. Et là, on voit, si on prend en violet notre sprinter, qui est le dernier de la colonne, ben c'est clair, au miracle, dans l'explosivité, c'est celui qui développe le plus. Ah, ben, ça, c'est pas une surprise. Maintenant, en termes de watts, si on prend un sprinter qui fait 80 kg ou un grimpeur qui en fait 60, puis qu'on leur met 20 watts par kilo et puis peut-être 17 watts par kilo, la puissance produite au final, elle peut être peut-être de 1100 watts pour un grimpeur et de presque 2000 watts pour un sprinter. Donc là, c'est des grosses différences. Là, on a l'impression que c'est pas grand-chose la différence entre deux, mais quand on rapporte au poids, ça fait énormément de différence. Le point fort du grimpeur, bien sûr, c'est dans la zone du seuil anaérobie. Alors la différence, elle paraît pas si énorme que dans le sprint, mais les changements sont relativement importants. Donc là, ça nous permet de comprendre quel type de coureur peut gagner une course ou une autre, puis pourquoi des gens qui sont plus performants au sprint et d'autres qui sont plutôt des coureurs de course par étapes. Et cette courbe-là permet déjà d'identifier qui on a en face de nous. Si on prend maintenant l'exemple du sprint, dans un temps relativement court, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, dans la compréhension de la performance, avec la possibilité justement de monitorer toutes ces valeurs, on a ici une étude qui met en relation des cyclistes pro avec des moins de 23 ans, qui sont tous deux des sprinters. Ici, on regarde le résultat final, donc le pic de puissance au sprint. On va se dire, finalement, si on a nos pros et nos U23 sur un sprint qui dure à peu près 15 secondes, ou 13 secondes, 14 et 13 secondes, significativement aucune différence. Le coureur U23 produit la même puissance que le pro, donc on dit va rouler chez les pros et tu vas gagner les sprints également. Puis si on va un petit peu plus loin, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans la phase juste avant le sprint, puis on s'intéresse à des durées d'1 minute, 5 minutes et 10 minutes avant de faire ce sprint. Ce qu'on remarque, c'est que chez les pros, il y a une intensité qui est bien supérieure dans la phase qui précède le sprint. En puissance, on exprime sur 10 minutes 332 watts de moyenne chez les pros, et puis on est à 237 chez les U23. Comment on l'explique? Simplement, chez les pros, vous avez des équipes qui sont organisées, des trains pour emmener des sprinters, et le rythme est complètement différent que chez les coureurs U23 où c'est des petites équipes et puis c'est plutôt chacun pour soi parce qu'il faut se montrer. Et puis il y a moins cet aspect tactique de course qu'on retrouve en équipe. Autre exemple qui est très parlant, si on prend les sprinters qui sont encore en activité, et un exemple du Tour d'Italie 2017, le Giro, on a André Greipel. André Greipel, son surnom dans le peloton, c'est le gorille. Je vous laisse imaginer pourquoi. Mais c'est quelqu'un qui fait énormément de watts. On a sur 5 secondes un pic de puissance à 1619 watts sur cette étape du Giro. Donc énormément de puissance. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que même avec... Alors, encore une fois, quand on a un peloton avec 200 coureurs, il n'y a pas tout le monde qui met à disposition ces données. On ne peut pas vous faire par A plus B le résultat final et de voir comme ça le classement cycliste. Mais là, même en produisant cette valeur-là, qu'est-ce que ça donne? 8e place au final. 8e place d'étape. Et puis, à côté de ça, sur l'étape suivante, autre arrivée au sprint, un sprinter colombien, donc Gaviria, qui fait pour lui 5 secondes à 1478 watts de pic. Et puis, par contre, lui, il va gagner l'étape. Donc, tout ça pour vous dire que les watts, c'est une chose, mais que c'est pas d'avoir la plus grosse valeur qui va forcément vous faire gagner la course. Donc il y a aussi une notion de placement et puis si on revient à notre courbe de puissance, c'est pas parce que là j'ai quelqu'un sur le papier qui est tout en haut qui va forcément aller gagner des courses. Donc il y a les jambes, mais il y a aussi la tête qui entre en jeu quand on veut aller gagner une compétition. Donc juste pour faire un petit résumé sur ces points de coaching, je dirais qu'aujourd'hui on a beaucoup de données qui sont en lien avec l'ère moderne où on peut enregistrer tout ce qu'on veut.
pendant toute la journée. Et puis la problématique, c'est qu'il faut des connaissances pour justement pouvoir évaluer et puis conseiller les gens. D'où l'importance d'avoir ce suivi, ce coaching, ce qui devrait me permettre d'avoir une sécurité de l'emploi dans les prochaines années. Si je lisais en début de semaine un article qui montrait qu'au final, tout le monde était entraînable. Donc ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, bon, ben là, c'est bon, je suis tranquille pour les prochaines années. Mais voilà, ça nécessite quand même un certain nombre de connaissances. Même si on peut tous acquérir un capteur de puissance, d'avoir ce graphique avec toutes les courbes, si on ne sait pas l'interpréter et le mettre en valeur, ça ne nous amène pas grand-chose. Et puis, ce qu'on recherche finalement, c'est d'avoir une modélisation de la performance grâce à ces capteurs, parce qu'on dit, ben voilà, on a, si on veut bien, ce profil de puissance record, cette carte d'identité du cycliste qui nous dit beaucoup de choses, mais qui ne nous dit pas grand-chose. Parce que le profil de puissance, il ne reflète pas la performance unique. C'est toutes les meilleures valeurs sur un temps donné, mais la course en elle-même. On pourrait imaginer que si l'athlète est en super forme, de voir un moment changer cette courbe pendant la course, mais la réalité, c'est qu'on n'est jamais à ce moment-là, peut-être sur des durées très longues. Mais l'athlète, il ne va pas faire son meilleur 5 minutes, son meilleur 20 minutes, ou rarement durant une course. Donc, c'est justement quelque chose qu'il faut garder comme ça avec des pincettes. Et puis, est-ce que finalement on ne pourrait pas utiliser ça à moyen terme comme profil physiologique de la performance? Aujourd'hui, on connaît le passeport biologique qui a ses limites. Est-ce qu'on dit, est-ce que ça pourrait être un passeport physiologique? On dit, mon athlète, il est capable de faire 400 watts pendant 20 minutes. Et puis si maintenant, sur le Tour de France, il passe à 430 watts pendant 20 minutes sur l'étape Rennes qui va lui permettre de gagner le Tour, est-ce que c'est normal ou pas? Non, c'est pas normal. Là, c'est impossible. Donc là, on peut se dire qu'il y a quelque chose de suspect. Maintenant, c'est toujours difficile à prouver parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut garantir une précision de capteur à 100%. Et on va dire, non, mais c'était un bug du capteur. Au final, c'est pas ce qu'il va... Donc voilà, ça reste très très théorique. Et puis du coup, est-ce qu'on peut fabriquer un champion depuis juste un fauteuil? Je dirais qu'on peut faire pas mal de choses. Après, comme j'ai dit, il faut les jambes, mais il faut aussi la tête. Et puis, moi, je ne le fais pas depuis un fauteuil, mais depuis une salle de vélo. Donc voilà, ça... C'est comme disait, comme ça a été dit plus tôt, j'ai ce petit avantage d'être encore compétiteur, ce qui me permet d'avoir l'expérience du testing et du laboratoire, la partie théorique aussi avec les sciences du sport, mais aussi la possibilité d'essayer les séances, d'essayer les nouveautés pour pouvoir l'appliquer après aux athlètes et puis de donner comme ça les bons atouts pour atteindre le top niveau.